télévision, l'information au service du peuple. Tout le plaisir est pour nous, Madame, Monsieur, de vous retrouver encore une fois pour cette rétrospective du samedi 17 juin 2023. Un invité dans cette rétrospective, justement, il s'agit de Monsieur Kachung Yav Loïc. Lui, il est coordonnateur adjoint de la communication du gouvernement provincial du Lualaba et cadre du parti FIDEC du gouverneur Fifi Masuka Saini. Alors, Monsieur Kachung Yav Loïc, bienvenue sur ce plateau de la rétrospective de Univers Télévision. Merci beaucoup, Monsieur Edi Kaniki. Je suis très fier et je suis très reconnaissant par rapport à cette invitation. Je pense qu'on passera des moments de convivialité. Voilà. Et comme on l'a présenté tantôt, vous êtes à la fois coordonnateur adjoint de la communication, n'est-ce pas, du gouvernement du Lualaba, mais également cadre du parti FIDEC. Commençons par le parti. Comment se porte le parti à l'heure actuelle, justement? Alors voilà, je dirais au matin de l'année électorale, le parti se porte très bien. On a eu la première étape qui était redynamiser le parti. On a eu la première étape qui était l'implantation de ce parti-là sur l'étendue du territoire national. Ce qui est en train d'être fait, ce qui est fait déjà. Et donc, par rapport à sa santé dans sa globalité, le parti se porte merveilleusement bien. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que ce n'est pas là un de parti mallette que l'on déplore justement en République démocratique du Congo? Absolument pas. C'est un parti qui a fait ses preuves. J'espère que vous savez, ou vous n'êtes pas sans savoir, que nous sommes là depuis plus d'une décennie, c'est-à-dire en termes d'expérience engrangée, c'est-à-dire en termes de réalisation, c'est-à-dire en termes de maturité. On est parmi ceux qui ont pris de l'âge, parce que c'est vrai, il y a des partis qui se créent aujourd'hui parce qu'il y a l'avènement des élections, il y a des partis qui se créent aujourd'hui parce qu'on voudrait avoir quelque chose. Mais ici, c'est un parti qui est là depuis des lustres, c'est un parti qui s'est lancé parce qu'on avait une vision où on avait cette idéologie assez claire qui était donc d'offrir à nos populations une bonne gestion. Donc, grosso modo, le parti FIDEC, c'est un parti qui a fait ses preuves. C'est un parti qui a engrangé ses années de maturité. Alors vous avez parlé justement de l'année électorale. Quelles sont les ambitions de ces partis par rapport aux échéances électorales Tout à fait clair que nous sommes dans cet esprit qui soutient le président de la République, ça veut dire on est au sein de l'Union sacrée. Tout à fait clair que le souci majeur en tant que parti politique, c'est donc d'avoir le plus d'espace, d'avoir le plus de pouvoir, d'être dans les enjeux. Et ici, s'il faut de l'exactitude, ça veut dire qu'on voudrait offrir au président de la République une majorité confortable à l'élection. Avec voilà, les autres partis politiques, naturellement. Et donc, c'est ça la mission. Bruxelles, je dirais, nous griffons à cette ambition-là qui nous habite presque tous au sein de l'Union sacrée. Et donc, nous allons concourir à cette réalisation-là. Nous allons travailler de manière à, ensemble, offrir une majorité confortable au président de la République. Donc, il s'agit d'une synergie. On va être en symbiose. On va être ensemble pour finalement permettre à l'autorité morale, au numéro 1 de l'Union sacrée, d'avoir cette marge de manœuvre qui puisse lui permettre d'implémenter sa vision qui met en avant-première le peuple d'abord. Voilà. Kachung, on va revenir à vous. Vous parliez tantôt du chef de l'État. Nous en parlons également dans cette livraison à l'approche du 9e jeu de la francophonie que la RDC organise à partir de fin juillet. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué une visite des chantiers afin de s'assurer de l'évolution des travaux d'infrastructure d'accueil de ces Jeux. Il s'est rendu dans 2 sites, les stades de Martyrs et les stades Tata Raphaël. Suivant. La ville de Kinshasa vit dans la fièvre de l'organisation très prochaine du 28 juillet au 6 août 2023 des 9e Jeux de la francophonie.
Garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué ce mercredi 14 juin une troisième visite des travaux d'infrastructure d'accueil de ces Jeux que supervisent le gouvernement et le comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Au stade de Martyrs, les ouvrages de différentes disciplines sportives seront livrés à la fin du mois de juin en cours, rassure Joseph Adjami, ingénieur, directeur responsable des travaux à la Compagnie générale des constructions. Nous sommes plus qu'à la fin. On peut, disons, à la fin de ces mois-là, on peut mettre les clés à la main. Aucun de retard, aucun de problème technique. On va visiter, on peut voir les parquets sur place, les chaises sont là, et les climatisations, et les VIP, et les carreaux, et les fenêtres. Même on peut regarder derrière moi, la façade du bâtiment, tout ça prête. Aucun des problèmes. Nous, toujours, on respecte les délais. Si on dit à la fin du mois, c'est à la fin du mois. Plus ou moins une semaine, on peut, disons, le 20, c'est prêt. Outre le terrain de football, le complexe sportif du stade de Martyrs vient de se doter de gymnases jumelés et stadiums modernes de basketball, volleyball et autres disciplines, le judo, le karaté notamment. Le chef de l'État a visité les différentes infrastructures sous les explications du numéro 1 de l'entreprise à pied d'œuvre, la Compagnie générale de construction et du ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro. Les travaux du terrain annexe du stade de Martyrs sont quasiment terminés. Le chef de l'État s'est assis sur une chaise pour s'assurer du confort des sièges de la tribune du terrain annexe. La visite s'est terminée par le stadium de basketball qui n'attend plus que les compétitions des Jeux de la francophonie. Outre le basketball, le stadium pourra aussi accueillir les rencontres de tennis. Le président de la République a poursuivi sa ronde vers le stade Tata Raphaël, un autre site choisi pour abriter les 9e Jeux de la francophonie. Il est prévu ici notamment les logements des sportifs. Le chef de l'État a tenu aussi à s'assurer de l'évolution des travaux de l'aire de jeu du stade Tata Raphaël, ce terrain mythique qui avait accueilli le combat Mohamed Ali, Georges Foreman. La visite s'est allongée vers les tribunes, surplombant le terrain de football, les vestiaires et la salle omnisport. Le président de la République a donné des instructions précises concernant la remise des ouvrages dans les délais contractuels impartis. Alors, M. Kachung, le chef de l'État a visité, on l'a suivi avec vous, des sites qui concernent l'organisation des Jeux de la francophonie. Est-ce qu'on va dire qu'on avance très bien? Est-ce que ça donne, j'allais dire, ça augure un espoir pour le peuple congolais qui attend de pied ferme ces Jeux justement de la francophonie? En tout cas, je félicite le président de la République, je félicite les organisateurs parce que ça fait seulement un mois et demi qu'on a lancé le travaux, mais quand vous regardez la manière dont cela se déroule, c'est à une vitesse de croisière, vous sentez des gens en armes, vous sentez des gens qui voudraient finalement changer ce qu'on a vécu autrefois, surtout dans ce domaine-là, ce domaine sportif. Ça veut dire que nos infrastructures autrefois, c'était de la pacotille, les infrastructures autrefois, c'était des histoires. Mais aujourd'hui, on a quand même un président de la République qui a compris qu'il fallait, et déjà, il faut savoir que ça constitue un patrimoine qui va être légué. Le président de la République ne le fait pas pour sa mandature, le président de la République ne le fait pas pour lui aujourd'hui. C'est quelque chose qui va servir les générations à venir, c'est quelque chose qui va permettre finalement qu'on puisse hisser le niveau sportif en République démocratique du Congo. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est féliciter et aussi de supplier nos entrepreneurs de manière à ce qu'ils restent dans le délai, mais à regarder déjà ce qui est fait aujourd'hui, je suis très convaincu que nous sommes prêts à recevoir ces Jeux-là. Et au moment où la RDC a besoin d'assez d'argent, notamment pour financer la guerre, pour suppléer à d'autres charges, est-ce que vous pensez, de votre point de vue, que c'était urgent, c'était nécessaire, c'était, que nous puissions verser comme ça autant d'argent pour la préparation des Jeux de la francophonie? J'ai toujours évoqué l'équilibrisme dans la gestion de la chose publique. Ça veut dire, c'est vrai, on peut avoir des dossiers haute importance, mais ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter de vivre, ce n'est pas pour autant que le culturel devrait être écarté, ce n'est pas pour autant que quand il y a une Coupe du Monde, on va dire non mais écoutez, parce que nous on est en temps de guerre, on ne participe pas, ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas organiser autre chose. La nation devra
survivre, la nation devra continuer, quelle que soit la contrariété, quel que soit tout ce qu'on a comme conflit, quel que soit tout ce qu'on peut avoir comme guerre. Aujourd'hui en Ukraine, les gens vont à l'école, aujourd'hui en Ukraine, les gens mangent, aujourd'hui en Ukraine, la vie continue, les gens prient même, les gens vont à l'église. Il y a des fêtes de mariage notamment. Il y a des fêtes de mariage partout. Voilà. Alors, puisqu'on parle infrastructure, sachez que le programme de développement local est une réalité dans la province du Lualaba. Le constat a été fait par une délégation du Conseil présidentiel de veille stratégique. Les chantiers dans le territoire des Muchacha et de Lubudi sont en ébullition. Nous donne donc ces explications. Sur la province du Lualaba souffle également le vent du programme de développement local de 145 territoires. Des travaux de construction, réhabilitation des infrastructures scolaires, sanitaires et des bâtiments administratifs sont en cours. À Lubudi, territoire à 288 km de Kolwezi, où s'y était rendue une délégation du Conseil présidentiel de veille stratégique, service spécialisé de la présidence de la République, la population s'est bien approprié ce programme. Depuis que ces projets ont été lancés au niveau du territoire, je pense qu'à 95%, la population est satisfaite du fait qu'il y a certaines histoires, il y a des innovations qui se passent à travers les territoires, différents chefs-lieux et groupements. Et de ce pas-là, je pense qu'à la fin de tous les travaux, nous aurons une impression générale qui pourra aller même à 98% de satisfaction. À l'instar des autres territoires, Lubudi va dans le prochain mois disposer d'un bâtiment administratif moderne et équipé. Les travaux évoluent bien, nous a-t-on indiqué. Et juste à côté se trouve l'Institut Lubudi, une école de 17 salles de classe qui, pour organiser ses enseignements, dépendait de l'école primaire Lubudi, peut enfin se réjouir d'être bénéficiaire de ses propres salles de classe. Depuis le début, en 1954, l'école n'a pas en fait le bâtiment propre. Nous sommes dépendants de l'école primaire et les 17 classes que nous organisons dépendent de la structure de l'école primaire. C'est ainsi qu'avec ce projet, nous comptons et nous sommes nourris d'espoir que l'Institut Lubudi sera totalement autonome. Pour des chapeaux au chef de l'État, c'est un bien. Nous encourageons cela. Des centres de santé en construction dans cette entité ont également été visités. Et sur des sites qui connaissent un retard ou un ralentissement dans l'exécution des travaux, l'équipe du CPVS a lancé un appel au respect du délai prévu. Les édifices doivent tenir. Et nous avons un bordereau, c'est ça le problème. Okay. Et là, j'ai l'impression que les normes ne sont pas respectées. Des raisons d'acheminement difficile des matériaux suite à l'état de la route ont été évoquées. Cependant, quelques solutions sont tout de même préconisées. Nous nous sommes dit de louer d'autres camions pour essayer un peu d'éliminer cette contrainte du temps. Et aussi l'état de la route, nous profitons pendant la saison sèche pour essayer un peu de travailler rapidement parce que quand il arrivera la saison de pluie, nous aurons des difficultés avec la route qui sera vraiment dégradable. Cette mission de suivi et évaluation a été également menée dans les territoires de Muchacha. Outre les travaux de construction du bâtiment administratif, ces territoires vont aussi bénéficier de la construction des centres de santé et des écoles. Ces programmes de développement local favorisent aussi la création des activités parallèles. C'est le cas de l'instauration d'un restaurant de fortune tenu par cette dame dans les chantiers de l'école primaire Kawewa au profit des ouvriers. Elle est bénéficiaire d'un petit job. Elle s'est nouée le bout de 2 mois. Elle paie la scolarité et d'autres frais pour ses enfants. À partir de ce projet, elle a bénéficié de quelque chose dans la vie sociale. Dans l'élan de développement à la base initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour réduire les inégalités sociales, la province du Lualaba n'est pas en reste. Alors, M. Kachung, là on a parlé de Muchacha et de Lubudi. Est-ce que c'est ainsi également dans les autres territoires du Lualaba? Voilà, donc ça c'est un projet assez holistique. Ça veut dire qu'il prend le Lualaba et même le Congo dans sa globalité. Et comme l'a dit le reporter, ça veut dire le Lualaba dans sa totalité n'est pas en reste, on y travaille. Si vous avez été à Kisenge, si vous avez été à Dilolo, si vous avez été à Kapanga, vous verrez que c'est un projet qui n'est pas, ça veut dire qui n'est pas négligé. Le souci ici, c'est en tout cas avant les échéances, qu'on ait un bilan adéquat à présenter pas seulement à l'électorat, mais à nos populations.
Et donc, c'est ça. Et aussi, il fallait également visiter la ville de Kolwezi, parce que c'est le chef-lieu. Je pense que vous y verrez un changement de plus radical. Vous y verrez que les infrastructures, en tout cas en termes, ça veut dire que ce soit les routes, que ce soit les bâtiments qui devraient abriter les différentes administrations au niveau de la province, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit en tout cas dans le domaine de l'éducation. Déjà, pour votre gouvernement, je vous informe qu'il y a à l'université de Kolwezi qui est en pleine construction avec des auditoires qui vont être au standard international. Il y a toute une avalanche de travaux. Des projets, des travaux. Justement, ce qui m'amène à vouloir savoir quels sont, parce que là on a parlé tantôt du PDL 145 territoires, les travaux qu'on venait de voir tantôt là. Alors, quels sont les projets qui sont mis en œuvre à fonds propres et d'où vient le financement? En tout cas, je vous parlerai de la voirie dans sa totalité, à Kolwezi. Oui. Je vous parlerai, par exemple, de la grande route, la route Kassaji Sandoa. Je vous parlerai, je vous parlerai de l'aérogare. Je vous parlerai des l'eau potable aujourd'hui qu'on retrouve à Kisenge. Je vous parlerai de la réhabilitation de l'électricité dans toute l'arrière-province. Il vous souviendra qu'il y a de cela une année, on a volé presque toute l'électricité, ça veut dire tous les câbles électriques ont été volés sur ce tronçon-là de plus ou moins 285 km. Et aujourd'hui, on est en train de réhabiliter. Les travaux sont pratiquement à plus de 60%. Je vous parlerai de puits d'eau potable qu'on a installé presque dans l'arrière-province. Je vous parlerai au niveau de Kolwezi de cette sous-station qui permettra finalement de désengorger la station qui existait autrefois depuis les années 1950, qui va permettre finalement de résorber, qui va permettre d'endiguer les problèmes liés à l'électricité. Je vous parlerai, de toute une... Il y a de salles qui sont construites. Ça veut dire, il y a par exemple le village de Congrès, il y a la salle de spectacle qui, là-bas, qui est une très grande province, la ville de Kolwezi qui est une grande ville. On n'avait pas de salle de spectacle aujourd'hui. C'est ce qui est en train d'être fait. Donc, il y a toute une liste. On en point finir. D'où vient le financement? Le financement dans la mesure où les autres provinces, par exemple, n'arrivent pas à faire pareil. Alors, vous faites les distinguos. D'où vient le financement? C'est-à-dire, il y a les recettes de la province en termes de fiscalité. Il y a les recettes de la province en termes de... on a les différents services qui sont là à la quête de ressources pour nous permettre finalement de soutenir notre budget, de soutenir notre programme. Mais ici, il faut insister qu'il y a aussi cette bonne gestion-là, parce que c'est très important. Ça ne suffit pas d'avoir le plus de recettes, ça ne suffit pas d'avoir le plus d'argent, ça ne suffit pas d'engranger, ou d'avoir le plus de moyens pour qu'ici la volonté politique puisse suivre. C'est-à-dire, nous devons aussi féliciter, nous devons applaudir, nous devons aussi visibiliser cette volonté politique-là qui défraie déjà la chronique, parce que nous, on a cru autrefois, étant dans une société africaine, étant au Congo, que la femme n'avait pas cette possibilité-là de réaliser certaines choses, que la femme, sa place n'était pas dans la gestion de la chose publique, que la femme ne pouvait absolument pas aller au-delà dans sa manière de faire, mais aujourd'hui, ce qui est tout à fait différent, ça veut dire que vous avez quand même une femme qui a compris qu'elle peut elle aussi entrer dans l'histoire politique de sa république, de sa province, en léguant à la province des choses extraordinaires. Alors, donc il y a la mobilisation de recettes, il y a aussi la canalisation ou les affectations. La lutte contre la corruption également, c'est ce que vous voulez dire. Très bien. Et est-ce que on va dire les lois Labbé sont déjà en train de ressentir l'impact au niveau de la création d'emplois avec tous ces chantiers? Déjà, je dois vous dire que l'entrepreneuriat ou les partenaires dans la réalisation de ces ouvrages-là, il est certes vrai qu'on peut prendre la main-d'œuvre extérieure, il est certes vrai que par moment on voudrait cette expertise-là, mais on essaie toujours de relativiser de manière à offrir, peut-être pour votre gouvernement, il y a l'entreprise qui réalise aussi le plus d'ouvrages, qui est dans plusieurs chantiers, c'est une entreprise locale, je vous parle ici de Mouska. Le propriétaire de cette entreprise, c'est un Congolais qui embauche plusieurs Congolais. C'est la création d'emplois. Aujourd'hui, quand vous allez par exemple à l'intérieur de la province, tout ce qui est réalisé, ce sont les Congolais, ce sont les nationaux qui sont là. C'est une manière pour nous de résorber le chômage. C'est une manière pour nous d'offrir aux Congolais eux aussi une occasion de trouver ne serait-ce qu'un emploi. Voilà. Alors, après sa chute causée par tachage du harnais,
Amitié Niaï Tony, ces patients empalés au niveau du thorax venu de la province de l'Équateur, peut reprendre ses activités. Son intervention chirurgicale réalisée par les spécialistes dépêchés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été un grand succès. Autre patient, Roger Massassou, dit Junior, cet adolescent dont l'arrestation brutale lors de la marche de l'opposition du 20 mai dernier avait fait les tours des réseaux sociaux et lui aussi sorti de l'hôpital. C'était le mardi 13 juin, après les soins appropriés suivis sur ordre du chef de l'État, nous dit donc la rédaction. On le surnomme le miraculeux. À 37 ans, ce père de famille peut de nouveau se relancer dans ses activités d'exploitation des palmiers, le vin et surtout l'huile de palme. Pour comprendre son histoire, il faut remonter le temps jusqu'en avril dernier dans la province de l'Équateur. Un dimanche, la routine de M. Amitié Niaï Tony de grimper les palmiers tourne au drame quand celui-ci fait une chute d'environ 10 mètres. Vous savez, les villageois, et même ici en ville, les gens se servent de la corde pour monter dans les arbres. Et lui, arrivé au sommet du palmier, l'arbre sur la corde plutôt sur laquelle il s'était appuyé avait cédé et du coup, il était en train de faire une chute libre. Dans sa chute, il avait croisé une branche d'un arbre qui avait transpercé tout le thorax. Donc, il était entré par la partie antérieure pour ressortir par la partie postérieure du thorax. Et du coup, il était resté suspendu à ce tronc d'arbre-là. Très vite, la nouvelle se propage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'en est saisi, a aussitôt dépêché une équipe médicale spécialisée pour l'acheminer à Kinshasa. Une fois sur place, le diagnostic tombe. Plusieurs fractures costales, un fragment pointant vers le massif cardiaque, le pronostic vital est engagé. Après 6 heures au bloc, le patient est hors du danger, au grand bonheur des médecins. Le chirurgien ainsi que l'anesthésiste étaient venus de la France, réquisitionnés par le commandant suprême bien sûr. Avec le personnel de notre hôpital, on avait constitué une équipe qui avait procédé à l'intervention chirurgicale. Elle avait duré longtemps, mais c'était un succès parce que les suites opératoires avaient été bien exécutées et aujourd'hui, le patient a repris toute sa santé. Il n'a plus rien sur lui. Il est en train seulement de demander son retour au village d'où il était venu. Impatient d'être revu, lui, à qui personne n'avait donné la chance de survivre. Totalement rétabli, Amitié, comme son épouse, remercie le chef de l'État pour son humanisme qui vaut la vie à ce père de 5 enfants. Vraiment, et puis, la famille mobimba, et puis, qui n'a pas la moitié. Et puis, la chance de gouvernement, président Nabiso, il y a école, dès que non, il y a salinga pendant la CP Makasi. Et puis, na territoire Nabiso, et puis, la province, c'est CP Makasi na Likambo, au président Nabiso, il y a sali pour Nangai. Pour Nangai, et puis, Mboka, CP Makasi, territoire Nabiso, à Mongo. Et puis, province na Équateur, Mambandaka, CP Makasi. Merci, président Félix Tshisekedi. Na malamu oyo saleli biso ke mobali nanga koti nzete to aki ata na mbongo te na eloko moko te meto uta na territoire bomongo to koma na mbanda ko matisa biso na avion to ye a na kati bilamba osombeli biso tozo lia bien tozo lala nzala te. Dans le même bâtiment, un autre patient quittait aussi l'hôpital après des soins appropriés sur ordre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec une histoire différente de celle de Amitié, le jeune Roger Massassou Junior, brutalisé lors d'une interpellation policière pendant la marche de l'opposition, a lui aussi palpé l'humanisme du chef de l'État. Ses parents n'ont pas caché leur témoignage. Merci mingi. Le peuple d'abord vraiment action na moni yango. Et puis si on président de la République, merci.
Cette bienfaisance du président de la République n'a pas fait oublier la leçon à ses parents qui sans doute ne laisseront plus leur enfant à la merci de la manipulation politicienne. Allez, Loïc Kachung, comment interprétez-vous le geste du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi? En tout cas, c'est un humanisme inouï. C'est des choses qu'on n'a pas eu la chance de voir dans cette République. C'est vrai, les autres avaient leur manière de voir, leur manière ça veut dire de sympathiser avec la population. Mais pour le président de la République, on sent une particularité. Pour le président de la République, vous sentez un vrai Congolais, un vrai compatriote. Et c'est des choses qui nous touchent au plus haut point. C'est vrai, pour peut-être le deuxième élément, j'ai eu personnellement le temps de suivre de près cet enfant qui s'est donné à des choses derrière, voilà, derrière une manipulation de nos politiques. En tout cas, c'était très méchant. En tout cas, je ne l'ai pas apprécié personnellement. Mais pour ce deuxième cas que je venais de voir aujourd'hui, ça me touche encore et ça conforte cette thèse-là que nous avons affaire à un président qui aime sa population. Parce qu'une bonne gestion, au-delà de tout, devra être aussi empreinte d'affection. Ça veut dire qu'un président de la République doit être épris d'amour pour ses administrés. Un président de la République doit manifester de l'affection. Ça pouvait être un seul cas, ça pouvait être une seule vie, mais pour lui, la sacralité de la vie, c'est une priorité. Quel que soit, que ce soit une, que ce soit deux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je pense qu'en regardant ça, nous devons comprendre que tout ce qui se passe à l'est de la République, tout ce que les gens peuvent récupérer, toutes les spéculations, les gens pensent que par moment, nous n'avons pas le cœur à la chose, les gens pensent que le président de la République serait dans autre chose. Mais vous regardez déjà pour ne serait-ce qu'une seule vie, a fortiori, ce qui se passe, l'hécatombe à l'est de la République, c'est qu'il est très préoccupé et je pense que c'est des preuves et des preuves irréfutables que nous avons un humaniste à la tête de cette République. Alors Kachung, avec vous, on va aller au Sénat. Sachez qu'après 3 mois d'intenses travaux, la Chambre haute du Parlement a clôturé la session ordinaire de mars le jeudi 15 juin au cours d'une plénière dirigée par le président Bahati Lukwebo. Cette session qui s'est achevée a été riche en productions législatives avec le vote des 18 projets et propositions de loi. Les questions orales avec débat et quelques interpellations, nous dit Gloria Amundala. Dans son discours des clôtures, le speaker de la Chambre haute du Parlement a brossé les tableaux de la situation générale du pays, marquée entre autres par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et les conflits entre les Teke et Yaka à Kwamonte. Au chapitre des élections, Modeste Bahati Lukwebo a félicité le Parlement pour avoir mis, dans un bref délai, à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, l'importante loi relative à la répartition de sièges. Maintenant que nous allons en vacances parlementaires, je voudrais rappeler à notre mémoire collective, en tant qu'émanation des provinces, et conformément à notre règlement intérieur, notre devoir de dresser un rapport contenant tous les desiderata de nos bases respectives en vue de formuler des recommandations plausibles aux instances compétentes pour des solutions appropriées à leurs problèmes. Je souhaite à tous et à chacun de nous un fructueux séjour dans nos provinces respectives. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023 et je vous remercie. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont aussi voté les projets de loi d'une nouvelle prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national ainsi que le rapport des commissions permanentes. Une autre matière importante adoptée au cours de cette même plénière porte sur le projet de loi d'habilitation du gouvernement présenté par le ministre d'État au développement rural, François Robota. Cette importante loi permettra au gouvernement de la République de prendre certaines décisions sur quelques matières sans consulter les parlements. Il s'y est de rappeler que les élus des élus ont également adopté en seconde lecture le projet de loi sur la loi finances publiques en présence du ministre du Budget et Meboji, accompagné du vice-ministre. On va rester au Sénat pour informer que cette institution a voté le mercredi 14 juin en seconde lecture
la loi portant répartition des sièges pour les législatives provinciales, locales et municipales que la Commission électorale nationale indépendante va devoir utiliser lors des échéances électorales de décembre 2023. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a motivé ce texte devant le sénateur économie Peter Kazadi au micro de Julie Melia. Le gouvernement de la République s'attelle à résoudre ces problèmes si haut énumérés, tout en rassurant que les populations concernées vont voter sous les statuts de leurs entités tels que retenus dans le présent projet de loi. Il convient de noter que le gouvernement de la République s'emploie utilement à prendre toutes les dispositions afin que les Congolaises et les Congolais puissent voter dans des conditions de sécurité viables. Pour ce faire, un comité de pilotage pour la sécurisation des élections a été mis en place sous ma présidence et d'autres stratégies sécuritaires sont sur pied d'œuvre avec les concours du ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Voilà, je reviens à vous, M. Kachung. Et là donc, on a adopté la loi sur la répartition des sièges. Malheureusement, sans le concours de l'opposition, est-ce que pour vous, avec cette façon de faire, on peut dire que finalement ces élections seront inclusives lorsque déjà le processus n'est pas accompagné par l'opposition? On est dans un état où s'exerce la démocratie, c'est-à-dire aujourd'hui je suis libre de dire que je ne participe pas aux élections. Aujourd'hui je suis... Individuellement, oui. Tout un corps. Non, ça veut dire même un parti politique pouvait dire, ok, démocratiquement, nous refusons parce qu'on estime que le processus est biaisé, parce qu'on estime que ça ne rentre pas dans notre esprit, parce qu'on estime que ça ne se passe pas de cette manière-là qu'on voudrait. Ça, c'est l'expression démocratique. C'est-à-dire aujourd'hui, nos amis de l'opposition ont compris que peut-être par rapport à leur esprit, ça ne colle pas. Ils sont tout à fait libres. Non, par rapport à les réclamations que vous et vos associés, parce que vous êtes de l'Union sacrée, vous ne voulez pas écouter, auxquels vous ne voulez pas répondre. Le processus électoral ou les élections vont se dérouler dans ce pays de la même manière que ça se déroule naturellement, c'est-à-dire généralement ou régulièrement, dans le respect de textes. Et la CENI, dans son indépendance, c'est elle qui nous donne les jeux, c'est elle qui fait sa circonscription en termes de contraintes, c'est elle qui nous explique comment les choses devraient se dérouler. Mais ici, laissez-moi vous dire, j'ai remarqué une opposition qui n'est pas prête à affronter les élections. J'ai remarqué une opposition qui voudrait plus de temps pour peut-être se préparer, pour peut-être entremêler, parce que c'est des gens qui viennent de se connaître nouvellement, c'est des gens qui... on se pose encore la question s'ils vont continuer à regarder dans la même direction. C'est des gens qui essayent de rafistoler des choses pour ici s'offrir, mais c'est très difficile pour eux parce que le temps ne le permettra pas. Le souci, c'est qu'on ne respecte pas le calendrier électoral. Le souci, qu'on ne reste pas dans le temps pour nous permettre finalement de doter au président de la République ce qu'il voudrait ou ce qu'il faut pour la bonne gestion. Donc ils veulent toujours s'interposer dans le calendrier, ils veulent toujours qu'il y ait de retard, ils veulent toujours que les choses ne se passent pas. Mais quoi de plus normal, parce que vous l'appellez opposition justement. Non, ce n'est pas ça l'opposition. Elle est chargée notamment d'avoir un œil sur le processus et faire des propositions. L'opposition, la vraie opposition est celle qui respecte les institutions. L'opposition, la vraie opposition est celle qui comprend que l'arbitre, c'est la CENI. L'opposition normale est celle qui... S'il faut, d'ailleurs parmi eux, il y en a qui se sont enrôlés. Je vous parlerai ici de Katumbi. Je vous parlerai ici, voilà, de tous ces, tous ces gens qui se sont... Voilà, dans la même opposition, vous avez d'autres qui refusent de s'enrôler, vous en avez d'autres qui s'enrôlent. Donc vous comprenez que c'est des gens qui doivent encore réfléchir comment mettre leurs idées ensemble, de manière à marcher ensemble et à faire ce bloc-là. Parce que nous, on est un bloc, et un bloc solide et très, très invincible. Alors pour vous, le fait de ne pas se faire accompagner de l'opposition signifie tout simplement un processus démocratique. On a un président de la République, il vous souviendra, qui a été élu dans la légalité, mais qui par conviction, qui parce qu'il estimait autrefois que ce n'était pas en osmose avec
son esprit, que ce n'était pas en osmose avec sa manière de voir, ou ce n'était pas en osmose avec voilà, son idéologie politique. Il est resté à la maison jusqu'à ce qu'on ait invalidé le mandat. Autrefois, on a évoqué que c'était la démocratie. Autrefois, on a évoqué que c'était libre, a fortiori aujourd'hui. Donc celui qui refuse de se présenter aux élections, est-ce que vous savez qu'il y a aussi des gens, des individus qui ne se sont pas présentés ou qui n'ont pas participé au processus d'enrôlement? Est-ce que vous savez qu'il y a des individus, peut-être par occupation, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas de temps d'aller attendre à un bureau? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont dit « mais moi, ça sert à quoi une carte d'électeur? J'en ai pas besoin. Ça sert à quoi une votation? J'en ai pas besoin. » Et pourquoi on ne s'intéresse pas à ces gens-là? On voudrait s'intéresser. Écoutez, on peut beau être politique, mais on est d'abord citoyen congolais. Katumbi ne dépasse pas un Congolais lambda. Katumbi ne dépasse pas un acteur politique, un Congolais ou cette femme qui est au marché en train de vendre. Ça veut dire, devant la loi, nous sommes tous le même. De la même manière qu'il y en a des anonymes qui ont raté le processus électoral, qui ont raté les opérations d'enrôlement, de la même manière, l'opposition ou les opposants étaient aussi libres de refuser. Ne doit-on pas craindre que finalement, au bout du tunnel, on ait, on va dire, une opinion congolaise, Kachung, qui dira « nous n'acceptons pas les résultats de ces élections, justement, parce qu'on nous a mis hors jeu dès le départ ». Les élections même le plus crédibles ont toujours suscité la controverse. On n'a pas vu, déjà aux États-Unis aujourd'hui, on a eu un Donald Trump qui ne voulait presque pas partir. Aujourd'hui, on a ces élections-là partout dans le monde qui sont toujours controversées. On a ces élections-là partout dans le monde où l'opposition estime parce qu'on est opposition. Et puis, on doit savoir que ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on doit forcément gagner les élections, ou ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on est adulé par les populations, ou ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on va avoir cette majorité-là, ou on va être un maillot jaune. Ça n'a rien à voir. On peut beau être dans l'opposition, mais aussi détesté par la population. On peut beau être dans l'opposition, mais aussi ne pas avoir le plus de voix, ou voilà, ne pas avoir plus de chance, ou ne pas... voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Alors, Kachung, sachez qu'au cours de la même semaine, les élèves de la 8e ont passé le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle sur l'étendue du territoire national, ainsi qu'à Luanda et à Cabinda, en Angola. Au total, 1 571 285 candidats ont été recensés pour cette épreuve, avec une augmentation du nombre de filles, soit 79 152. Le coup d'envoi de ces 2 jours d'épreuve ont été donnés le jeudi 15 juin à l'école Sainte-Rita dans la commune de Mongafula par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi. Arlette Balaye nous en dit plus. Au total, 1 572 135 candidats, dont 889 087 garçons et 682 248 filles prennent part au test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle en République démocratique du Congo, à Luanda et Cabinda en Angola. Lancé par le ministre Tony Mwaba Kazadi, ces épreuves de 2 jours permettront à la République démocratique du Congo de dégager le profil psychologique de chaque participant pour une bonne orientation selon les aptitudes ou les intérêts dans les types d'enseignement organisés aux humanités ou au cycle court professionnel. Ceci pour gérer le flux à la sortie de la 8e année de l'enseignement de base. Dans son speech, le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement avant d'appeler les élèves finalistes de l'éducation de base à l'assiduité. Je tiens à renouveler mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, pour avoir ouvert l'accès à l'école primaire publique à tous les enfants, qui a permis à des millions d'élèves en rupture scolaire de reprendre le chemin de l'école. Chers finalistes, j'invite ainsi chacun de vous à un travail personnel afin d'offrir à cette 2e édition du TENASOSPE d'atteindre ses objectifs. Je lance officiellement la 2e édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Après avoir donné le go du TENASOSP,
le ministre Tony Mwaba a visité quelques écoles de la capitale, histoire de se faire une idée sur le déroulement de ce test. Alors, dites-nous, Kachung, au Lualaba également, où vous êtes coordonnateur adjoint de la cellule de communication, est-ce que ce test, c'était Nassos, a bel et bien eu lieu et ça s'est déroulé dans un climat de paix, voilà quoi. Le Lualaba n'était nullement en reste. C'est vrai que l'autorité provinciale se joue à Kinshasa. C'est ici le ministre ayant dans ses attributions l'intérieur qui a représenté l'autorité provinciale au lancement de ce test-là et sous la direction du ministre sectoriel, c'est-à-dire le ministre de la Santé, et ça s'est bien déroulé. Aujourd'hui, nous apprécions sur l'étendue du territoire national cette augmentation-là de femmes, de filles. Donc vous comprenez que les parents ont compris que les femmes avaient aussi une place dans la gestion de cette République-là, et c'est déjà une nouvelle qui nous réjouit, nous qui avons à la tête de notre province une femme. On comprend finalement que la femme, dans l'avenir de cette République, devra aussi avoir des pages à écrire. Alors, dites-nous justement, vous parlez de cette dame qui est à la tête de la province. Est-ce qu'elle est toujours intérimaire ou elle est finalement gouverneur, on va dire, définitive? Voilà, son intérim se poursuit. Et puis, il vous souviendra que la loi reconnaît que quand il y a eu cet empêchement-là, quand il y a eu cette absence-là du titulaire, celui qui reste, il n'expédie pas les affaires courantes, mais il est gouverneur et gouverneur full. Alors ça, c'est la loi qui les reconnaît. Qui le reconnaît. Et qui répondre donc à ceux qui estiment qu'il faudrait absolument organiser des élections pour avoir finalement un gouverneur élu et non pas un gouverneur qui était intérimaire et qui prend même s'il arrivait aujourd'hui qu'on organise ces élections-là, soyez-en sûrs que par rapport à ce qui a été présenté en termes de réalisation, soyez-en sûrs que par rapport à ce qui a été présenté en termes de gestion, soyez-en sûrs que par rapport à ce qu'on a fait dans ce temps qui était très minime, dans ce temps nous imparti qui était très insignifiant, on n'aura pas d'adversaire en face. Oui, mais qu'est-ce faudra-t-il faire? Il faudrait poursuivre ainsi ou alors il faut vraiment organiser les élections. Si vous voulez, la réalité est laquelle? Si vous voulez plus de détails par rapport à cette question-là, c'est une question qui ne me revient pas à moi tout naturellement. Nous avons l'Institut qui organise les élections, c'est la CENI. Je pense que c'est à elle que revient cette question-là. Voilà. Alors, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, est arrivé l'après-midi de lundi à Goma, dans la province du Nord Kivu. Il s'agit de sa première mission dans cette province frappée par l'insécurité. Jean-Pierre Bemba a porté un message de cohésion à cette population meurtrie, la situation sécuritaire étant préoccupante dans toutes les zones où le M23 est censé se retirer et laisser place aux soldats de la force régionale de l'Afrique de l'Est. On va l'écouter. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Un petit message d'excellence pour les institutions du pays, sur les armées principalement, pour l'encadrement de la population, la restauration de la paix et de la sécurité. Merci. Et Jean-Pierre Bemba, qui a justement clôturé sa mission en ville de Goma, c'était le mardi 13 juin. Mais bien avant, il a tenu une réunion avec le commandant des grandes unités élargies aux responsables de la MONUSCO. Il a aussi consulté les confessions religieuses à Goma afin d'échanger sur la situation sécuritaire préoccupante au nord Kivu. Avant de fuiter la ville après un séjour de 24 heures, Jean-Pierre Bemba a présidé une réunion du mécanisme de suivi des opérations militaires, regroupant les commandants des grandes unités des forces armées, de la République démocratique du Congo, de la force régionale des pays de l'EAC, de CIRGL et de la MONUSCO. Selon une note de la presse ministérielle, rien n'a filtré de ces échanges avec les commandants des unités des armées en opération de la province du Nord Kivu. Dans la même journée du mardi 13 juin, le patron de la Défense nationale a aussi échangé avec les chefs spirituels, membres de la plateforme des confessions religieuses de cette province. Ces pasteurs ont réitéré leur soutien au gouvernement et à l'armée congolaise. Ce que nous recherchons en tant que confesseurs religieuses,
c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province du Nord Kivu. Sa réaction vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment, avec Dieu, la paix est déjà là. C'est un homme qui a les soucis non seulement du développement, mais surtout les soucis de voir les pays vivre en paix. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, accompagné du lieutenant-général Christian Tiwewe, chef d'état-major des FARDC, a visité également quelques positions de l'armée situées dans les territoires de Nyiragongo et Massissi, où il y avait le dernier verrou des militaires congolais, lors des affrontements contre les rebelles de M23, soutenus par la force de défense du Rwanda. À Goma, Jean-Pierre Bemba a prêché l'unité avant d'appeler les groupes armés locaux à déposer les armes, conformément au programme désarmement, démobilisation et réintégration. Voilà, M. Gachung, pour l'opposition, la stratégie menée par le régime Félix Tshisekedi pour ramener la paix à l'Est n'est pas la meilleure. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, l'insécurité des mers à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez des éléments pour pouvoir les démontrer les contraires? Le président de la République aujourd'hui, il ne dort pas sur ce laurier, c'est tout à fait clair. Vous regardez ces stratégies tous azimuts qu'il est en train d'implémenter pour finalement qu'il y ait cette accalmie-là, pour finalement qu'il y ait cette paix-là. Donc le souci, toujours, hein. Je vous explique, c'est une guerre qui date depuis des lustres. Il y en a même qui, c'est vrai, on fait l'apologie de cette résurgence-là, c'est vrai, on fait l'apologie. Non, pendant un temps, il y a eu un semblant de paix pendant un temps et tout ça. Mais c'est une guerre qui remonte il y a plusieurs décennies aujourd'hui. Mais le président de la République, vous regardez dans son approche en termes de quête des solutions, il y a une spécificité. Quand vous regardez même l'allocation en termes logistiques, le soutien ou l'apport du gouvernement provincial, à ce jour dans le budget, vous avez plus d'1 milliard réservé. Le gouvernement provincial, vous voulez dire le gouvernement national. C'est-à-dire dans notre budget, notre budget de notre gouvernement, il y a une grosse part aujourd'hui qui revient à l'armée. Vous comprenez cette réorganisation-là de fond en comble de notre armée. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba qui, en ces longs par rapport à ces genres de situations, vous comprenez, un président de la République qui a le cœur à l'ouvrage, un président de la République qui voudrait chercher des solutions, mais ce n'est pas aussi simple que ça, c'est vrai. Quand on est dans l'opposition, quand on n'est pas encore aux affaires, on pense que les choses se font par bâton magique. Quand on est dans l'opposition, quand on n'est pas encore aux affaires, on a toujours dit, la critique elle est assez aisée, mais quand on est dans la pratique, on comprend les contrariétés. Quand on est dans la pratique, on comprend les difficultés. Mais le président, notre chef d'État, c'est un Congolais qui a de l'amour pour son peuple et qui continue à multiplier des stratégies, à multiplier des efforts pour que finalement ici la paix puisse s'installer. Et la stratégie la plus grande, c'est favoriser la paix. Voilà. Alors le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, est visé par une motion de défiance qui a été déposée le vendredi 16 juin par 5 députés provinciaux. Les auteurs de cette motion reprochent au speaker de Kinshasa d'abus de pouvoir, diffamation et atteinte à l'honneur des députés provinciaux. De son côté, Godin Poyi contre-attaque en qualifiant, j'allais dire, certains députés provinciaux de Kinshasa des corrompus. C'est un dossier à suivre. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a demandé aux 4 leaders de l'opposition, Fayulu Sesanga, Katumbi et Matata Pogno, de reporter leur meeting prévu pour ce samedi 17 juin à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Indjili. Le patron de la ville de Kinshasa a fait savoir à travers une correspondance que ces sites avaient déjà été choisis par une autre organisation le même jour. D'après les dernières nouvelles, les 4 leaders de l'opposition ont consenti à la décision de l'hôtel de ville de Kinshasa. Géné saurait prendre acte de votre activité sur le site sollicité et à la date proposée pour le simple fait que celui-ci est déjà réservé et accordé pour la même date à une autre organisation tenant compte du principe de l'antériorité afférente aux manifestations publiques. L'on peut lire
le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka dans son communiqué à travers cette citation. Pour ce faire, le gouverneur de la ville et province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, propose aux opposants la date du 24 juin prochain. Outre cette décision, le gouvernorat de Kinshasa a déclaré son refus d'accorder à l'opposition le droit de manifester le 21 juin prochain dans 3 communes de la capitale inscrites comme zone neutre. Mais référant à l'article 1, premier tiré de l'arrêté numéro SC-229-CAB-GVK-2021 du 30 septembre 2021 portant interdiction de manifestation publique dans certaines zones de la ville de Kinshasa, je ne saurais prendre acte de votre activité pour le fait que l'itinéraire retenu touche une zone neutre, rappelle Jean-Tini Ngobila Mbaka. Cette marche devrait suivre l'itinéraire allant du quartier 3 dans la commune de Massina en passant par le boulevard Lumumba jusqu'à la place Saint-Raphaël, première rue Limité. Alors Kachung, pour les opposants en tout cas, marche réprimée du 20, disent-ils, sit-in rejeté ou refusé, et aujourd'hui meeting encore demandé, on leur demande encore une fois de reporter. En tout cas pour cette opposition, moi je l'ai suivi, l'opposition par l'entremise de Matata Pogno, ils estiment que finalement le régime a peur de l'opposition à telle enseigne que le régime le met le bâton dans le roue pour les empêcher de s'exprimer parce que la peur a changé de camp, disent-ils ses opposants. On peut être dans ce régime d'information, c'est-à-dire la Constitution reconnaît que quand on voudrait organiser une activité de cette ampleur-là, il faut simplement informer l'autorité urbaine. Ouais. Mais ici, ça revient à cette autorité-là d'étudier toutes les faisabilités. Il y a toute une liste de principes qu'il faut respecter, il y a toute une liste de conditionnalités, c'est-à-dire organiser un événement de cette ampleur, ça demande un encadrement, ça demande la sécurisation, de la logistique. Ça veut dire, c'est vrai, nous on voit la première démarche qui est celle tous d'informer tout simplement, mais ici ça revient à l'autorité d'étudier tout le paramètre pour finalement vous accorder cette autorisation-là. L'autorité urbaine n'a pas refusé, on vous dit ce jour-là, vous n'êtes pas au courant de toutes les correspondances qui entrent au niveau de la mairie, vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se prévoit avant que l'idée vienne à l'esprit, parce qu'il s'agit d'une idée concoctée quelque part. Vous n'avez pas publié ça à la télévision pour que l'hôtel de ville soit au courant. Vous lui informez que voilà, nous on a maintenu ou on a retenu une date fixe, mais c'est maintenant à elle d'étudier, de voir son tableau, c'est que ça se présente, en termes de sécurisation, de voir le tableau, c'est que ça se présente, en termes de beaucoup de choses. Et si on vous dit de reporter, ça veut dire de ramener à une date où on va avoir la possibilité d'encadrer, où on va avoir la possibilité de contenir, où on va avoir la possibilité de vous sécuriser. Je ne pense pas que ce soit un refus. Ce n'est pas un refus. Vous avez sollicité, on a accepté. C'est une manœuvre dilatoire justement pour décourager cette opposition. C'est très facile de réfléchir. C'est assez facile de réfléchir de cette façon-là. Mais moi, je pense que faire le 24, faire le 1er, faire le 2, faire le 4, c'est toujours Matata, c'est Moïse Katumbi, ça ne change rien. Voilà. Alors, le phénomène kidnapping à Kinshasa, le commissaire provincial Silvano Kasongo a annoncé de nouvelles mesures. Il a signalé la mise en œuvre de l'opération pour éradiquer ces phénomènes. Il a donné un ultimatum de 48 heures aux conducteurs d'enlever le vitre teinté ou soit de rouler à vitre baissée et invite les Kinois à ne pas monter à bord d'un taxi jaune n'ayant pas de lampes lumineuses allumées. On va l'écouter. Tout heures, le baboto à Ketch. Ma voiture à Ketch, on a 48 heures. On va un taxi à jaune. Ketch jaune. Quand on va fumer la bango nyos. Voiture fumée à Ketch. Dans la voiture jaune à Ketch. Et quand on l'a dit, si on est en bonne tour, si on va la grève, bah ça a été un mois, t'as une année, bah pas nanana. Ils ont une mesure policière. Parce que dans Ketch, ils ont tenté,
bamati bavite batie musique baleve mwana surtout basi bake na ye obe mobali baligote ye batini photo na famille basengi $1000 toza lundi tozali lundi mercredi jour à suka à partir ya jeudi police wana kokanga mituka nyonso oyo ya jaune ya ketch eza tente balongola batente wana soki eza tente d'origine c'est que tambola kitisa vitre na yo polele emonade kitisa vitre nazo soki tomoni vitre ezaka komata non tokosala mpe baroad block ekozala baroad block moko improvisé de temps à autre soki tomoni me baroulage na baite baroulage wana baa makasi te. Alors, Loïc Kachung Yav, dites-nous, phénomène kidnapping, Koulouna, insécurité grandissante, disait d'ailleurs l'opposition encore une fois. Est-ce que ça sévit au Lualaba? Si oui, comment faites-vous pour l'éradiquer? Sinon, qu'avez-vous fait justement pour éviter à ce que les Lualabais puissent vivre ce genre d'insécurité justement? C'est vrai, à une certaine période, on a connu une recrudescence d'insécurité à une certaine période. Le phénomène de kidnapping au Lualaba, ça, en tout cas, c'est assez très rare. Peut-être dans le Katanga dans son ensemble, à Lubumbashi, etc. Mais notre ministère de l'Intérieur, par rapport à l'insécurité, à un moment, c'était très chaud. À un moment, ça devenait de plus en plus compliqué. Mais à ce jour, le taux de criminalité a baissé de manière assez sensible. À ce jour, l'insécurité est donc en train d'être éradiquée par notre ministère de l'Intérieur et par notre police nationale. Voilà, même l'armée s'est invitée à la chose. Et donc, c'est vrai, on ne dira pas qu'on a atteint le 0 cas d'insécurité ou 0 cas de criminalité. Ça serait peut-être la suffisance, ça serait assez faux. Mais nous y travaillons au quotidien. On insiste sur des méthodes de collaboration, de coopération avec nos populations de manière à signaler ne serait-ce qu'un seul cas de suspicion, ne serait-ce qu'un seul cas qui va dans... Voilà, donc les stratégies, et j'apprécie cette stratégie ici à Kinshasa, avec Sylvano Kassongo, vous comprenez que c'est des autorités qui voudraient sécuriser ces administrés. Alors dites-nous, lorsque vous entendez l'opposition dire que nous voulons marcher pour dire non à l'insécurité grandissante, êtes-vous d'accord avec elle? On ne met pas fin à l'insécurité en marchant. Ça, c'est une stratégie sans effet. Ça ne sert à rien. La guerre, c'est à l'est de la République. Vous marchez à Kinshasa pour peut-être que la communauté internationale voit. Vous marchez à Kinshasa pour peut-être attirer de la sympathie, ou vous marchez à Kinshasa parce que vous savez peut-être qu'il y aura cette répression-là, parce que vous savez peut-être que la police qui ne va pas cautionner... Vous n'allez pas non plus... Qui ne va pas cautionner ce manque de respect de procédure. Mais il y a plusieurs manières de dire non à l'insécurité. Mais mettre fin à une insécurité, on ne voit pas les opposants de l'Ukraine en train d'être dans la rue, on ne voit pas les opposants de ces grands pays qui, à chaque fois qu'ils sont en guerre, vous avez 4 messieurs qui sont là à marcher. Si vous marchez, et c'est quoi la finalité? Si vous marchez, ça aura quel impact, quelle incidence? Ils ont été dans la rue autrefois, et à l'Est, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Donc arrêtez, c'est de la distraction, c'est des choses que les Congolais ont compris. Voilà pourquoi il y a moins d'adhésion à ce genre de choses. Ils instrumentalisent, ils tirent de ficelle, voilà. Mais ça n'a pas d'impact. Ça n'a aucun impact. Je m'adresse à cette population qui nous regarde. Vous n'êtes plus dupes. Je m'adresse à cette population qui nous regarde. Voilà, je m'adresse à cette population qui nous regarde, surtout la jeunesse. La jeunesse, c'est l'intelligibilité. La jeunesse, c'est la crème. La jeunesse, c'est les ménages. Ça veut dire c'est la réflexion. Soyez dans des réflexions qui vont avancer la République. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas instrumentaliser. Les politiques mettent à l'écart, à l'abri, le sien. Et alors on termine par cette question, puisque vous nous parlez tantôt du gouverneur, la dame gouverneur du Lualaba qui fait des prouesses. Dernière question, Kachung Loïc Yav, qu'est-ce que l'on peut attendre finalement en perspective de cette province du Lualaba justement? Nous avons proclamé l'année 2023 l'année des inaugurations, c'est-à-dire il y a beaucoup 2023 ou 2024? 2023, l'année en cours. Oui. Voilà, donc c'est une année qui connaîtra
plusieurs inaugurations parce que nous avons réalisé beaucoup d'ouvrages, nous avons réalisé beaucoup de travaux. Et donc, ce qu'on demandera à cette population-là, c'est de nous donner cette confiance. Ce qu'on demandera à cette population-là, c'est de nous donner la possibilité de revenir aux affaires afin de pérenniser cette idée qui s'implémente et de manière inédite. Alors, un mot d'espoir pour tous les Congolais qui vivent la guerre à l'Est, pour tous les Congolais qui attendent l'espoir de retrouver la vie saine au sein de leur pays. Vous n'avez que faire de ce spectacle, de cette théâtralisation, vous n'avez que faire de cette multiplicité de marches. Ça, c'est la propagande, ça, c'est la politique. Mais nous, les vrais Congolais, nous cherchons des solutions. Nous, les vrais Congolais, nous vous portons dans nos cœurs et on agit pour éradiquer l'insécurité. Voilà, Kachung, excusez-moi, Yav Loïc, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'était très intéressant. Alors je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint de la communication du gouvernement provincial du Lualaba, également cadre du parti FIDEC, parti cher donc à Fifi Masuka, gouverneur de la province du Lualaba. Alors c'est la fin de cette rétrospective, mesdames, messieurs, merci pour votre attention soutenue. Si vous avez aimé, c'est grâce au concours de Landry Foucault, Fabrice Bola, Kevin Mondo, sous la coordination de Jacques Kini, directeur général de Univers Télévision. Prochain rendez-vous, c'est pour le samedi prochain, en direct, 17h. D'ici là, restez bénis du programme de Univers Télévision.